Alors Léo Dubois, bonjour, on se retrouve pour une petite interview. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui t'auraient pas encore entendu? Alors bonjour à tous, donc je suis Léo Dubois, étudiant en licence de biologie, actuellement en troisième année à l'université d'Aix-Marseille. J'ai 23 ans et je viens d'écrire un livre qui s'appelle Covid-19, plus jamais ça, publié aux éditions Marco Pieter en septembre 2024. Donc moi, ma spécialité dans mes études, c'est s'intéresser surtout à la biologie au niveau de la santé humaine, la physiologie et un petit peu de biochimie et de génétique. Donc c'est un domaine me plaît particulièrement et qui me permet également de découvrir enfin, de nouvelles choses au niveau des vaccins Covid. Ça me permet également de comprendre vraiment un peu les dessous et les dangers de cette technologie vaccinale ARN messager autour de Pfizer et Moderna. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer comment se déroulent normalement les essais cliniques et en quoi ceux qui ont été réalisés pour les vaccins Covid diffèrent du déroulement normal d'un essai clinique en fait? Alors, habituellement, donc les essais cliniques, normalement, ce sont une, des phases de test qui doivent se dérouler environ entre 10 et 15 ans en temps normal. Pour les vaccins classiques, hein, on a par exemple donc au début des essais, on a les études qu'on appelle précliniques. D'ailleurs, c'est dans mes cours de troisième année de licence, donc voilà, c'est un peu, je revois ça dans les cours. Et en fait, les études précliniques consistent à essayer de chercher une molécule qui pourrait fonctionner contre une maladie donnée. Donc tout d'abord, on effectue des études in vitro, c'est-à-dire sur des cellules cultivées en laboratoire. Une fois que on observe un effet sur un pathogène, donc comme un virus, du coup, si on observe un effet antiviral, c'est-à-dire que la molécule va se lier à une particule virale, du coup, ça va créer un effet antiviral. Et bien, à partir de là, on va pouvoir avancer dans les études et après partir sur l'animal, c'est-à-dire in vivo, et observer, du coup, les effets, par exemple, sur les souris ou les rats en laboratoire pour voir, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme. Une fois que les études précliniques sont validées, ça prend quelques mois à quelques années au maximum. Une fois que c'est validé, on peut partir sur la première phase d'essai clinique qu'on mène sur l'homme, donc la phase numéro un, qui consiste à tester le produit pour la première fois chez l'homme et sur un groupe, un tout petit groupe de quelques dizaines de personnes volontaires. Donc, d'ailleurs, je précise bien volontaires et non, enfin, et non sans consentement libre et éclairé. Et donc, en fait, cette première phase consiste à tester la tolérance du médicament pour voir s'il n'est pas dangereux sur l'homme. Ça, c'est la phase 1. Ensuite, si la phase 1 est validée, on passe à la phase 2 sur quelques centaines de personnes, hein, volontaires encore une fois, pour tester cette fois-ci à la fois la tolérance et l'efficacité du traitement ou du vaccin. Une fois que cette phase 2 est validée, on passe à la phase 3 sur quelques milliers de personnes. Et encore une fois, on détecte si y a des effets indésirables et si l'efficacité continue à fonctionner à long terme sur un plus grand nombre de personnes. Une fois que la phase 3 est validée, et bien là, on peut délivrer une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché euh, au sein de l'Union européenne, par exemple, et le vaccin pourra être, ou le médicament pourra être distribué à l'ensemble de la population. Et ensuite, on a une phase 4 qui consiste à continuer à surveiller la tolérance du médicament ou du vaccin dans la population générale pour détecter d'éventuels effets indésirables qui n'auraient pas été détectés lors des précédentes phases. C'est c'est là qu'intervient le rôle de la pharmacovigilance, notamment la NSM, etc. Ça, ce sont les déroulements des essais cliniques normaux, classiques. Euh, et ça prend à peu près 10 à 15 ans. Pour les vaccins Covid, Pfizer, Moderna notamment, mais aussi AstraZeneca, Johnson Johnson, on a mis sur le marché un vaccin qui a été testé que pendant 8 mois. Au lieu de 15 ans, on est passé à 8 mois. Et la particularité de ces cliniques, c'est que toutes les phases se sont succédées en même temps, quasiment en même temps. La phase préclinique, elle a commencé dès le début du Covid, et quelques mois après, on a eu la phase 1. Donc, on a fait des tests quasiment en même temps que sur les animaux. La phase 2 et 3, elle s'est déroulée quasiment en même temps que la phase 1. En fait, on a tout fait en même temps.
Donc c'était complètement, enfin c'était vraiment inédit. Et la plus grosse, à mon sens, le plus gros scandale dans l'histoire, c'est qu'on a délivré une AMM conditionnelle. Alors une AMM conditionnelle consiste à accorder une autorisation de mise sur le marché d'un médicament euh, quand on a une crise sanitaire grave et quand il n'y a pas de traitement approuvé dans la communauté, donc besoin médical non satisfait. Et en plus, cette AMM conditionnelle a été délivrée alors que la phase 1 n'avait pas été finalisée. Donc, ça veut dire que la première phase qui consiste à tester pour la première fois le produit chez l'homme pour voir s'il n'est pas dangereux, eh bien, en fait, on n'avait toujours pas fini cette première phase. Donc voilà, là, c'est quand même déjà un premier scandale au niveau des essais cliniques. C'est quand même assez inédit, d'autant plus que c'est une technologie qui est totalement nouvelle, hein. Elle n'avait jamais été utilisée en masse sur la population générale. Alors, j'ai une question qui me vient. Tu disais en préambule que enfin, le déroulement d'un essai clinique, etc., c'est des choses que vous étudiez en troisième année là, de biologie. Donc, c'est des choses qui sont sues. Euh, est-ce que vos professeurs en amphi vous parlent de la question des vaccins Covid? Est-ce qu'ils la prennent pour exemple ou est-ce que les étudiants, à l'inverse, posent des questions aux professeurs? Est-ce que c'est une question qui est un peu évoquée ou pas du tout? Ou est-ce que c'est purement théorique et voilà le déroulé, phase 1, phase 2, phase 3, etc., mais qu'il n'y a pas d'exemples qui sont donnés? Est-ce que ça discute un petit peu ou pas du tout? Alors, au niveau des cours bruts PDF, on va pas donner d'exemples, notamment sur les vaccins Covid, ça, il n'en est pas question. Cela dit, entre étudiants et professeurs, alors ça reste très rare, hein. J'ai certains professeurs qui sont quand même très brillants et je suis très content je suis très content de les avoir. Eh bien, il est arrivé qu'une étudiante te pose la question, est-ce que les vaccins Covid ont endigué l'épidémie? Et j'ai certains profs qui répondent à leurs étudiants, bah écoutez, bah absolument pas. On a observé, enfin, on le voit aujourd'hui, hein, on n'a pas du tout contenu l'épidémie, la transmission, même la mortalité, on n'est même pas sûr que c'est fonctionné sur la mortalité. Donc voilà, il y a quand même petit à petit euh, un peu, une petite ouverture de débat au sein de la fac, mais ça reste assez rare quand même. Et j'ai une autre question qui me vient. On parle donc pour les vaccins Covid d'AMM conditionnel. Donc c'était parfaitement assumé. Le fait que, bah oui, oui, on déroge à la règle, à la norme, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a crise, parce que c'est affreux. Et donc on sait que on autorise de manière conditionnelle ces vaccins entre guillemets en raison de l'urgence, quoi. Oui, oui, d'accord, la phase 3 n'est pas terminée, mais il y a urgence, vous comprenez bien, faut qu'on essaye quelque chose. Et donc c'était parfaitement assumé. Tout à fait. C'était dit, enfin, dès le début, on avait les documents qui étaient publiés par le laboratoire lui-même, l'Agence européenne du médicament, le Vital. Dès le départ, dès décembre 2020, on savait qu'on n'avait pas du tout les données qui attestaient vraiment de l'efficacité et de la sécurité du produit. On le Ok, savait déjà. Il ok, suffisait juste de lire. ouais. Alors Léo, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quels sont les composants des vaccins ARN messager et quel est leur rôle? Parce qu'il y a certainement plein de gens qui entendent cette expression depuis longtemps, mais qui savent pas ce que c'est précisément. Alors, dans les vaccins Covid, je vais parler de ceux de Pfizer et Moderna. On a trois composants phares déclarés. Donc, on a premièrement bah, la molécule phare, c'est l'ARN messager. Alors, il faut rappeler que cet ARN messager n'est pas un ARN normal, hein, parce que habituellement, un ARN, c'est une molécule qui est extrêmement fragile et qui va se dégrader au bout de quelques heures à quelques jours au maximum. D'ailleurs, c'est un argument qui a été souvent donné dans les médias pour dire, écoutez, il n'y a aucun risque d'effet secondaire, ça dure que quelques jours, etc. Mais cet ARN a été modifié. C'est d'ailleurs ce qui a valu le prix Nobel à deux chercheurs américains. En fait, dans l'ARN, on a différentes bases. On a les AUCG, donc ce sont les nucléotides, et les industriels ont remplacé la lettre U, l'uridine, par une pseudoéridine. Alors, le nom exact, c'est la N1-méthylpseudoéridine. En fait, cette lettre permet de stabiliser beaucoup plus l'ARN en la camouflant du système immunitaire. Alors, plus exactement, elle va inhiber les voies
de signalisation qui vont faire que le système immunitaire va s'activer contre cet ARN. Notre corps est bien fait habituellement, quand on a un ARN étranger, le système immunitaire va le neutraliser. Or là, on va faire un peu comme une forme de piratage. On va empêcher le système immunitaire d'attaquer cet ARN étranger. Donc déjà, ça, c'est le premier point. D'autant plus que cette pseuduridine, il a été démontré dans un article de Nature en décembre 2023 que cette pseudoridine crée un bug dans les ribosomes. Les ribosomes, c'est la machinerie cellulaire qui permet de traduire l'ARN messager en protéines, notamment la protéine spike, l'antigène contre lequel on veut que l'organisme réagisse. En fait, cette pseudo-origine-là crée un bug, donc un décalage de plus 1 dans la lecture du ribosome sur l'ARN. Alors, il faut savoir que dans le ribosome, lui, il lit 3 lettres par 3 lettres. On appelle ça des codons. Et en fait, à chaque codon, on va associer un acide aminé. Du coup, c'est vraiment un changement de langage. Et comme on va changer la trame de lecture de plus 1, en fait, on va complètement changer la traduction. Et en fait, ce qui va devenir, c'est la production de protéines totalement différentes de la spike, donc une production de protéines totalement inconnues, dont on ne connaît absolument pas les effets sur l'organisme, et après en production totalement incontrôlée, imprévisible. Donc ça, c'est un énorme... D'ailleurs, ça, quand même, cette étude-là, publiée dans Nature, elle aurait, dans un monde normal, elle aurait arrêté toute vaccination ARN messager dans le monde entier. Parce qu'un truc comme ça, on peut pas laisser faire. D'autant plus, cet ARN, on a d'autres études qui montraient que potentiellement cet ARN à lui seul pourrait augmenter le risque de cancer. Il a été montré dans un modèle de mélanome animal qu'il exacerbait la progression d'un cancer. En fait, ce mélanome, il a été exacerbé pour déboucher sur des métastases pulmonaires. Ça a été démontré dans un modèle. Et donc, en fait, les chercheurs en question qui ont publié cette étude ont suggéré que cet ARN, qui, en inhibant le système immunitaire, va favoriser le développement du cancer, car si le système immunitaire ne peut plus surveiller la progression des cellules cancéreuses, et bien en fait, on va favoriser un environnement propice à la croissance tumorale, tout simplement. Autre risque qu'il faut souligner, c'est le risque d'intégration de cet ARN dans le génome humain. On a des études qui ont démontré que cet ARN peut tout à fait être rétrotranscrit, c'est-à-dire être transformé d'ARN en ADN pour ensuite potentiellement s'intégrer dans les cellules. Alors, ça a été démontré dans les cellules du foie, avec une enzyme qui s'appelle la LINE1, c'est une enzyme qui est très connue. Et voilà, cette possibilité est tout à fait à prendre en compte. Et moi, ce que je vois, le risque, alors je suis pas le seul à le dire, hein, le risque de cette intégration dans le génome donc, serait premièrement créer une instabilité génétique, hein, ça c'est une possibilité, mais surtout ce que je vois, c'est que si cette gène qui code pour la protéine spike s'intègre dans le génome des cellules, en fait, nos cellules vont contenir l'instruction pour continuer à produire la protéine spike. C'est-à-dire que potentiellement chez chez un certain nombre de vaccinés, on pourrait avoir une production constante de protéines spike qui perdure dans le temps. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée, en préprint, qui montrait que la protéine spike a été détectée dans le sang des vaccinés plus de 700 jours après la vaccination. Donc là, à ce stade-là, on suspecte réellement une potentielle intégration dans le génome de cet ARN. Donc ça, c'est vraiment vraiment les risques majeurs de cet ARN modifié. Ensuite, on a la protéine spike, qui en elle-même est une protéine toxique, qui est un perturbateur hormonal, puisqu'il va perturber le système rénine-angiotensine, un système hormonal qui est impliqué dans la régulation de la tension sanguine ou artérielle. Et en fait, comment ça se passe? La protéine spike, elle se lie sur un récepteur cellulaire qui s'appelle le récepteur ACE2, qui lui, en fait, est une enzyme qui va convertir une hormone, l'angiotensine 2. Et en fait, cette angiotensin 2, c'est une hormone pro-inflammatoire qui va créer une vasoconstriction. Et en fait, cet ACE2 va convertir l'angiotensin 2 en angiotensin 1,7, qui a un effet contraire, anti-inflammatoire. Et donc, lorsque on occupe tous les ACE2 à cause de la spike, eh bien, en fait, il va y avoir une déstabilisation du système rénine-angiotensine qui va favoriser les effets pro-inflammatoires.
C'est pour ça que chez les vaccinés, on va retrouver des maladies cardiovasculaires, on va retrouver des myocardites, des maladies liées au sang, comme les thromboses, etc. La protéine spike, chez des personnes qui ont un système immunitaire au taquet, elle pourrait créer une auto-immunité, c'est-à-dire que les personnes qui produisent la spike vont avoir le système immunitaire qui va réagir contre la protéine spike, mais aussi contre les cellules qui vont produire la protéine spike. Donc là, c'est vraiment une différence fondamentale entre les vaccins classiques et les vaccins ARN. C'est que la réaction immunitaire dans les vaccins classiques va avoir une action extracellulaire, du coup va neutraliser le non-soi, et dans les vaccins ARN messagers, il va neutraliser à la fois le non-soi, mais le soi, nos cellules. Donc, ce qui va créer encore potentiellement des maladies selon un certain degré de réaction immunitaire. Et à l'inverse, chez des personnes qui ont un système immunitaire globalement affaibli, qu'on appelle immunodéprimé, et bien là, la protéine spike aura un effet plutôt réducteur de l'immunité. Du coup, ça va créer un épuisement immunitaire à terme. Et donc, d'autant plus que si on fait des injections répétées, le système immunitaire va potentiellement petit à petit s'affaiblir. Voilà les dangers de la protéine spike en elle-même. Ensuite, au niveau d'autres composants déclarés, on a aussi des excipients qui sont des nanoparticules lipidiques. Alors, pour vous représenter, ce sont des petites billes de gras de taille nanométrique, c'est vraiment tout petit, qui sont conçus pour pouvoir faire rentrer l'ARN à l'intérieur des cellules et à la fois pour protéger l'ARN du système immunitaire et des enzymes biochimiques de l'organisme. Et ces excipients ont un effet également pro-inflammatoire. On a par exemple le polyéthylène qui est un composant qui est utilisé dans les cosmétiques, les shampoings et certains dentifrices. Et en fait, cet excipient est associé à des maladies allergiques très graves. Par exemple, on a l'anaphylaxie, c'est la réaction allergique la plus grave qui soit, qui dans pas mal de cas peut conduire à la mort. Donc, c'est une réaction tellement violente. On a aussi d'autres composants, on a des lipides ionisables cationiques, c'est-à-dire des lipides de charge plus qui sont conçus pour se lier à l'ARN pour le permettre de le délivrer dans la cellule. Donc voilà, c'est une façon de délivrer l'ARN au niveau des charges biochimiques. Mais ce composant-là est aussi pro-inflammatoire. On a vu dans une étude qui a été menée sur des souris et on a vu que cet excipient crée des réactions inflammatoires mortelles chez les souris dans des expériences in vivo. Donc voilà, on a vraiment tous les composants, une panoplie de molécules qui sont toxiques pour l'organisme. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et on a découvert, il y a quelques années maintenant, que les vaccins Covid Pfizer Moderna contenaient une contamination d'ADN bactérien plasmidique qui sont liés à un processus de fabrication qui a changé pendant les essais cliniques. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais pendant les essais cliniques, on avait deux processus de fabrication. Donc, le premier qui consistait à multiplier l'ARN par la technique PCR, Polymerase Chain Reaction, pour voilà le répliquer pour obtenir des copies d'ARN en grande quantité. C'est une technique qui est dite propre et cette technique-là a été testée pendant les essais cliniques. Après, on avait le processus 2 qui consistait à augmenter davantage la rapidité de production et qui a été utilisé euh, comment dire, pour la commercialisation du produit. Mais le problème, c'est que au niveau des essais cliniques, on a testé le process 1, mais on n'a pas testé le process 2. Alors que c'est le process 2 qui a été donné à la population générale. Donc, autrement dit, d'ailleurs, c'est Christine Coton, elle avait révélé cette info. Autrement dit, la population générale qui a été vaccinée par le vaccin Pfizer, en fait, il a été vacciné avec un produit qui n'était même pas celui qui a été testé lors des essais cliniques. Donc, en d'autres termes, la population générale aurait clairement servi de cobaye vraiment du début à la fin, quoi. Donc là, c'est encore un scandale dans le scandale. Et pour revenir à cette contamination par l'ADN bactérien, en fait, dans ce processus 2, on a utilisé une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. On a utilisé donc son plasmide pour insérer le gène qui code pour la protéine spike, pour la faire produire en énorme quantité, parce que c'est quand même exponentiel.
Et le problème de cet ADN, c'est qu'il contient également une séquence d'un virus qui s'appelle le SV40, qui est connu pour être oncogène, c'est-à-dire de favoriser le développement des cancers en créant des mutations par insertion des séquences, qui peut potentiellement aboutir à la perturbation des gènes qui sont régulateurs du cycle cellulaire et qui vont limiter le risque de propagation des cellules cancéreuses avec un ADN défaillant. Donc, à partir de ce point-là, de ce moment-là, on a un risque de développement de cancer supplémentaire, en plus des autres composantes qui ont été déjà décrites précédemment. Voilà, ça c'est un autre problème. Donc là, on est d'accord qu'on a vu les composants et leurs risques. Oui, Est-ce que tu pourrais nous fournir un panorama des différents effets indésirables observés de ces vaccins Covid? tout à fait. Alors, concernant les effets indésirables des vaccins Covid, il faut savoir que à ce jour, plus de 3500 études ont été publiées dans la littérature scientifique, ce qui est quand même énorme. Et vous avez par exemple le site react19.org qui recense vraiment toutes les études qui ont été publiées. Pour la grande plupart, c'est des études revues par les pairs, publiées dans PubMed. Donc, voilà, ce sont des études qui font autorité quand même au niveau de la crédibilité scientifique. Et donc, au niveau du panorama des effets, mais en fait, les effets indésirables, on le retrouve dans tous les organes du corps. On les retrouve dans le cerveau, dans le cœur, surtout dans le cœur, c'est vraiment le point central des effets indésirables. Au niveau sanguin, c'est-à-dire hématologique, on a aussi des effets immunitaires, troubles également des cycles menstruels. Donc, par exemple, si je vous cite quelques maladies, on retrouve des AVC, au niveau du cerveau. On retrouve des scléroses en plaques, c'est ce qui a été révélé dans la littérature, des thromboses veineuses cérébrales des sinus dans le cerveau. On retrouve des syndromes de Parkinson, de l'Alzheimer, anosmie, mobilité réduite, des maladies démyélisantes. On retrouve des maladies qui touchent la peau, alors ce qui est souvent dû à une réaction auto-immune contre les cellules de la peau. Donc on retrouve des boutons rouges qu'on appelle dans le jargon médical des éruptions de type morbilliforme, des urticaires, ce sont des plaques rouges, des martites, c'est de l'eczéma. Parmi des effets un peu plus graves, on retrouve le syndrome de Steven-Johnson, qui cause la maladie de la peau qui s'appelle nécrolyse épidermique toxique. C'est une maladie qui est très très dangereuse, qui est mortelle. Enfin, si vous regardez quelques photos, mais c'est vraiment très 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 moche à regarder. Hein, c'est vraiment le corps, il est recouvert de plaques noires. En fait, la peau, elle se meurt. C'est vraiment très, très moche. On a aussi des œdèmes, des lupus, etc. Et il y a même certaines études qui ont révélé le retour de la maladie de la lèpre chez certains vaccinés, ce qui est assez inédit quand même dans notre, enfin, de nos jours, hein, quand même. On retrouve des maladies donc hématologiques. J'ai cité tout à l'heure les thromboses, donc les thromboses veineuses profondes, des thromboses pulmonaires, thromboses cérébrales, des embolies pulmonaires qui vont, si on bouche les deux grosses artères qui irriguent le poumon, en fait, ça vous empêche de respirer tout simplement. En fait, l'oxygène ne peut plus être distribué à l'intérieur des organes. Du coup, ça crée une défaillance systémique des organes, ce qui peut conduire tout à fait à la mort. Au niveau des myocardites, il y a une étude de la Société française de cardiologie qui a révélé que la myocardite touchait environ 2,8% des vaccinés, ce qui est quand même énorme. Quand on reporte ça à la population générale, en fait, ça fait des centaines de milliers, voire des millions de personnes touchées. Des péricardites, des infarctus, des arrêts cardiaques. D'ailleurs, on l'a vu notamment avec des sportifs sur des stades tomber en syncope comme ça, et même dans des conférences. Donc, voilà, ce sont des effets potentiellement liés à la vaccination. Les troubles immunitaires, donc les anaphylaxies, selon une étude observationnelle, on retrouve une anaphylaxie pour 4000 vaccinations, donc ce qui quand même est énorme à l'échelle d'une population. Donc, c'est-à-dire que chez ces personnes-là, il y a potentiellement un décès qui s'ensuit. Et on retrouve aussi un syndrome que souvent il s'apparente à un Covid de long, mais en fait qui est un syndrome de fatigue, de dysautonomie chronique. En fait, ces personnes-là développent des maladies de type, enfin, ils sont tout le temps fatigués, ils ont des courbatures, ils ont des migraines. Enfin, en fait, il y a quelque chose qui a changé en eux
Et en fait, moi, je pense que c'est lié à une perturbation hormonale, puisque dans le système immunitaire, on a les anticorps, mais le système immunitaire et le système hormonal sont interreliés. Donc, si vous perturbez l'un, l'autre est perturbé également. Et ça va créer, du coup, une déstabilisation hormonale, parce que les hormones sont impliquées dans les sensations, la soif, la faim, la fatigue. Donc, si vous créez une perturbation au niveau de ces hormones-là, ben, en fait, vous êtes complètement chamboulé, dérégulé, et vous avez des maladies sans comprendre pourquoi. Et j'ai cité tout à l'heure des troubles des cycles menstruels. Selon une étude observationnelle italienne, cet effet-là concernerait, c'est un chiffre quand même assez alarmant, qui concernerait environ 50 à 70% des femmes vaccinées. Donc, ce qui est vraiment colossal. Donc, mais ça, enfin, mais en temps normal, on aurait suspendu directement toute vaccination, Hmm, encore une fois, c'est au vu clair. de ces chiffres. Et on observe également des fausses couches, c'est ce qui a été publié dans le site de pharmacovigilance américain, le VABMS, avec une augmentation de 2300% par rapport aux autres vaccins du passé. Bon, en gros, Léo, tu nous expliques là que on a plus de chances de choper un effet secondaire de vaccin Covid que de gagner à l'euro-million, quoi. Ah oui, oui, on est quand même. C'est vraiment terrible. Mais alors, donc on parle d'effets secondaires, mais je suppose que la mort est aussi, enfin le décès est considéré comme un effet secondaire. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la mortalité générale et les vaccins Covid? Est-ce que quelque chose a été mis en lumière de ce côté-là? Alors, un peu, oui, alors indirectement, alors, c'est des chercheurs indépendants qui ont fait le travail. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment le koh enfin, c'est vraiment une épreuve vraiment monumentale pour faire reconnaître les effets indésirables. Donc, on ne peut pas se fier aux chiffres officiels de pharmacovigilance parce qu'il va représenter que seulement 1 à 10% de la réalité. Le critère pertinent qui permet d'essayer de voir s'il y a un effet de la vaccination sur la mortalité, eh bien, il consiste à voir la mortalité, toute cause, en fonction du statut vaccinal. En fait, là, on peut pas tricher. Enfin, a priori, on peut pas tricher. Enfin, c'est compliqué de tricher. Et si on voit qu'il y a une différence de mortalité en fonction de la couverture vaccinale, eh bien là, on va pouvoir dire s'il y a un effet positif ou négatif sur la mortalité. Donc, par exemple, on a les données de l'Office Fonds national statistique en Angleterre, donc les chiffres de l'ONS. Ils donnent du coup la mortalité par statut vaccinal. Et qu'est-ce qu'on en apprend de ces données? C'est que par exemple, à la fin de l'échéance, donc en mai 2023, pour une couverture vaccinale de 78% pour 2 doses ou plus, on retrouve 96% de décès. Et en même temps, pour les non-vaccinés, pour un pourcentage de 18,5% de non-vaccinés, eh bien, ces personnes-là représentent que 3% des décès. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la part des décès est supérieure à la couverture vaccinale, ce qui veut donc dire, en prenant en compte le paradoxe de Simpson, parce qu'on ne peut pas comparer deux courbes comme ça, il faut comparer par rapport à la couverture vaccinale, eh bien, il y a un excès de mortalité très significatif chez les vaccinés. Et cet écart est d'autant plus visible si on se focalise sur les 3 doses et plus. Donc, par exemple, sur les 3 doses et plus, pour 65% de couverture vaccinale, on retrouve 91% de décès. Donc là, on a la démonstration très claire que les vaccins Covid euh, augmentent le risque de mourir par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc là, ce sont des données où je prends en compte les personnes qui ont 18 ans et plus. Alors certains me disent, oui, mais il y a un biais, c'est plutôt les personnes âgées qui sont vaccinées. Alors c'est pas toujours vrai. Eh bien, pour répondre à ces biais, ben, en se focalisant sur les 18-39 ans, en fait, on a vraiment les mêmes chiffres à peu près, les mêmes écarts. Donc, ça démontre bien qu'il y a un effet très négatif sur la mortalité. Donc, ces vaccins pourraient potentiellement causer un énorme problème de santé publique à l'échelle, déjà à l'échelle du Royaume-Uni, mais probablement à l'échelle des autres pays et à l'échelle mondiale. Du coup, c'est ta conclusion sur tout ça? On est face à une potentiellement énorme catastrophe, quoi, de santé publique mondiale. Ben, c'est ça, en vue de tous ces éléments qui ont été observés, qui ont été rapportés. D'ailleurs, c'est la première fois que on voit des choses, mais aussi vite. Dans les,
Pour les précédents scandales sanitaires, on a mis 30 ans à reconnaître les effets d'un médicament délétère, notamment le Mediator ou le Vioxx, etc. Et là, on le direct, enfin, on le voit au bout des premiers mois, on voit direct qu'il y a un effet très délétère. Et donc là, ce qui s'est passé pour ces vaccins Covid, la particularité, c'est que là, il y a une corruption généralisée qui a touché vraiment l'ensemble de la planète. Et on a vacciné de force, passe sanitaire, obligation vaccinale, une grande partie de la population française, mais aussi mondiale. Et donc, en fait, ces effets-là, on va les retrouver non pas seulement à l'échelle d'un pays, mais on va les retrouver à l'échelle d'une population mondiale, mais aussi pas chez des malades. Parce qu'en fait, les vaccins, la différence entre vaccins et médicaments, c'est que les médicaments, on va les donner à des personnes malades. Les vaccins, on va les donner à à toute la population, malade ou sain, ou saine, pardon. Et donc, ce qui fait qu'au niveau des chiffres, au niveau des victimes, on est sans commune mesure avec tout ce qui s'était passé auparavant. Donc, à mon sens, si on se dirige réellement vers un scandale sanitaire, il faudra poser la question, est-ce qu'on va avoir le plus gros scandale sanitaire à l'échelle mondiale? Et pourquoi pas le plus grand scandale sanitaire de tous les temps, en vue du nombre d'effets indésirables, en vue du nombre de décès et en vue de, de l'expérimentation de masse, parce que, encore une fois, au niveau des règles, on était vraiment, enfin, tout ce qui a été fait, c'était illégal. Hmm. Normalement, quand on propose de participer à un essai clinique, il faut que cet essai clinique soit fait avec un consentement libre et éclairé. Libre, c'est-à-dire il faut que la personne soit d'accord pour le faire, et éclairé, il faut que la personne soit au courant que c'est un essai clinique et que cet essai clinique présente des risques. Et ils doivent être également au courant de tous les risques potentiels. Voilà, et on n'a absolument pas respecté tout cela. Est-ce que pour terminer, tu voudrais évoquer la nouvelle technologie ARN messager auto-amplifiant qui a été approuvée par l'UE le 14 février dernier? Oui. Alors d'ailleurs c'est vraiment la prochaine génération des vaccins ARN. Alors du coup cet ARN a été approuvé par l'Union européenne le 14 février. Donc c'est l'autorisation de mise sur le marché standard. Bon, ils ont été assez rapides parce que le Covid est apparu il y a 5 ans et cette technologie ARN auto-amplifiant a été développée que peu après. Donc ça a pris un peu moins de 5 ans. Donc déjà ils sont allés un peu trop vite en gros. Mais à la fois on a vu déjà qu'avec ces vaccins ARN messagers, cette technologie n'est absolument pas maîtrisée en termes d'efficacité et en termes de tolérance. Donc, pourquoi continuer dans cette logique? Franchement, ça n'a aucun sens. Et d'autant plus que cet ARN auto-amplifiant présente une autre particularité, c'est que avec les ARN messagers normaux, on fait produire à la cellule, pardon, la protéine spike, qui est une protéine de virus. Du coup, on conditionne les cellules à produire une protéine de virus. C'est une forme de piratage. Mais avec ces vaccins auto-amplifiants, donc non seulement on va faire produire à la cellule la protéine spike, mais on va lui faire aussi produire des copies d'ARN. Donc, on va devenir carrément le producteur de vaccins directement dans notre organisme. Encore plus qu'avec les vaccins Pfizer et Moderna. Et il y a d'autres problèmes qui seront soulignés, c'est que à quel niveau cet ARN auto-amplifiant sera répliqué dans l'organisme. On ne sait absolument pas si cet ARN aura des effets délétères au niveau du génome. On ne sait pas à quelle quantité de spike, quelle quantité de spike cet ARN va produire. Donc il y a encore une fois énormément d'inconnus. Voilà, ça c'est un énorme problème. Et, euh, et on a déjà vu qu'au niveau du Japon, le Japon a été le premier pays à avoir approuvé cette technologie il y a d'ici là 1 an et demi environ. On a déjà vu des effets délétères, hein. Euh, il y a une étude qui a été publiée des essais cliniques que voilà, les effets indésirables concernaient une grande partie des personnes vaccinées. Donc encore une fois, voilà, ça c'est pas très prometteur encore une fois. Hmm. Donc je pense que déjà, si on sort d'un nouveau scandale sanitaire des vaccins ARN de Pfizer Moderna, si en plus on rajoute encore un nouveau produit qui est potentiellement encore plus délétère, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Alors, il y a une personne qui en parle très bien et qui est vraiment alarmant sur le sujet, c'est Jean-Marc Sabatier, qui est directeur de recherche au CNRS,
et qu'un HDR, c'est le plus haut niveau de diplôme français, hein. Il est habilité à diriger des recherches. Et il a dit non, mais ces vaccins ARN messager authentifiants, c'est, ça va être, c'est potentiellement une arme, quoi. Donc, ça risque d'occasionner énormément de dégâts. Mhm. Donc, il est urgent que la population soit avertie et qu'il faut absolument, déjà, ce serait cool du coup, de supprimer l'AMM, quoi, de suite, Ok. avant, avant d'avoir un carnage. Donc, je veux pas non plus être défaitiste, je veux pas non plus faire peur aux gens. Je leur dis juste, soyez au courant, informez-vous, n'ayez pas peur, parce que la peur amène encore une fois à avoir des raisonnements et des réactions totalement irrationnelles. Donc le but, c'est vraiment d'être informé pour éviter qu'il y ait, pour éviter au maximum les dégâts, quoi.